Comme il l'a dit lui-même, Yasser Arafat aujourd'hui est rentré chez lui après 27 années d'exil, de combats, de victoires et de défaites. Il est revenu en tant que président des territoires autonomes palestiniens de Gaza et Jéricho. Il ne faut pas trop l'utiliser, mais on peut le dire au moins une fois, c'est une journée historique. Les Palestiniens de Gaza étaient sortis en masse pour l'accueillir. Ce fut une journée folle que nous allons retracer maintenant avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, le récit chronologique des événements. Olivier Lerner. Un baiser d'amour sur le sol brûlant de la bande de Gaza. Il était 14h13. À cet instant précis, le rêve pour lui devient réalité. Quelques heures auparavant, après un banal Tunis-Le-Caire, Yasser Arafat entamait cette journée finalement historique, avec les honneurs dus à son nouveau rang. Il est depuis ce matin président de l'autorité nationale palestinienne. C'est très important, jour pour moi, de retourner à notre pays, Palestine. Yasser Arafat a le geste lent. Il ne veut pas s'éterniser au Caire. Et les larmes commencent à couler. Direction Gaza, pour un retour triomphal, où la foule est au rendez-vous de l'histoire. Difficile de le voir, quasiment impossible de le toucher, mais il est là, en chair et en os. Et c'est bien là l'essentiel. C'est Rafah, le point de passage entre l'Égypte, Israël et la bande de Gaza. Arafat est passé sans avoir été contrôlé par les soldats israéliens. L'honneur est sauf. Rafah est à 35 km au sud de Gaza-Ville. Cette marée humaine va suivre le cortège et ne va plus quitter de la journée le chef de l'OLP. Voilà, enfin, c'est Gaza, la place du Parlement, noire de monde, méconnaissable. Les policiers palestiniens savent qu'ici tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Yasser Arafat va parler une trentaine de minutes devant un auditoire qui hurle sa joie. La foule tangue, on relève quelques personnes qui tombent des arbres ou qui tombent comme des mouches. Arafat étouffe, lui aussi sur cette tribune, sans protection particulière. On entend des bribes de mots, martyrs, prier, Jérusalem, ça suffit pour comprendre. À quelques centaines de mètres de là, l'hôtel Palestine, la plus belle résidence de Gaza, réquisitionnée pour Arafat, ses conseillers et sa suite. Ici au moins, le contrôle est total. Mais on a vu aujourd'hui dans Gaza des militants du FPLP, hostiles à l'accord d'autonomie, déambuler sur cette place sans être inquiétés, le moins du monde. Voilà, vous l'avez vu, l'arrivée dans Gaza, le discours devant une marée humaine, nous allons y revenir dans un instant. Mais avant cela, la journée de Yasser Arafat avait commencé par un voyage en cortège entre la frontière égyptienne et Gaza. Le récit de ce parcours, Philippe Rochaud. 100 000 personnes qui veulent voir Yasser Arafat le plus près possible, cela donne ça. Cet échafaudage s'est effondré un peu plus tard. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. C'est dans cette atmosphère survoltée que Yasser Arafat est arrivé au siège de l'ancien parlement local égyptien. Premier geste, il veut plus de place. Et surtout, que tout le monde puisse le voir. À ses côtés, la plupart des responsables palestiniens de l'intérieur et les membres du Conseil de l'autonomie. C'est une surprise. Haider Abdel Shafi, le vieux leader de Gaza qui hier encore se prononçait contre la visite d'Arafat, est là. J'irai bientôt prier à Jérusalem, je l'ai promis à nos martyrs, annonce le chef de l'OLP à la foule enthousiaste. Et d'envoyer sa bénédiction la plus chaleureuse aux enfants de l'intifada, les enfants des pierres, les héros des pierres. Je veux vous rappeler, dit Arafat, que nous avons devant nous une grande mission, celle de construire la patrie, nos institutions, reconstruire celles détruites par l'occupation israélienne. Et c'est très important pour ce public, des milliers de Palestiniens sont encore détenus en Israël. Le chef de l'OLP a promis d'œuvrer pour la libération de tous les prisonniers. Un discours sobre qui était exactement ce que les Palestiniens attendaient et qui ne contenait aucun élément pouvant froisser Yitzhak Rabin. Car les médias israéliens étaient là, même Galei Tzahal, la radio de l'armée, avec une jeune journaliste, pas très rassurée, soldate en civil. C'est la première fois qu'elle se trouve dans une telle foule palestinienne. La dispersion s'est déroulée dans le calme. Yasser Arafat est ce soir chez lui, à Gaza. Dans la folie de cette journée, nous avons sauté une étape. Nous étions là à Gaza au moment du discours de M. Yasser Arafat, commenté par Charles Anderlin. Nous revenons donc un instant en arrière. Avant cela, il y avait eu
le parcours entre la frontière égyptienne et Gaza. Cette fois-ci, nous retrouvons sur ce parcours Philippe Rochaud. Voici les premiers kilomètres de Yasser Arafat sur le territoire autonome de Gaza, l'embryon de l'État palestinien pour lequel il se bat. Sécurité rapprochée et voitures blindées, et pourtant il va faire le voyage de Gaza avec le toit ouvrant pour redécouvrir sa terre. Le long de la route, les colonies israéliennes de peuplement, protégées par l'armée israélienne. Jamais le chef de l'OLP n'avait autant approché cette armée à qui il a livré bataille pendant plus de 35 ans. À l'arrivée dans Gaza, le cortège est bloqué par la foule et déjà on entend tirer. Avec l'intifada, beaucoup d'habitants de la ville ont des armes chez eux. La sécurité d'Arafat conseille au chef de l'OLP de rentrer la tête. Les tirs de joie saluent son arrivée. Je me sens libre, chacun se sent libre, mais pas encore complètement, et je veux être complètement libre. Il y a trop de soldats israéliens autour de Gaza. Il y a des colonies dans Gaza. Elles sont nombreuses et ces colonies empêchent le processus de paix. Tous les Palestiniens attendaient ce jour. Nous sentons qu'il va pouvoir nous aider. Arafat arrivant ici, cela va changer notre vie à tous. Mais la vie d'Arafat à Gaza, dans cette population de 900 000 habitants, est fragile malgré l'imposant dispositif de sécurité. Déjà des rumeurs d'attentats, les 3000 policiers palestiniens mobilisés pour sa visite auront du mal à le protéger. Sur notre plateau, deux invités ce soir. Leïla Chaïd, délégué de la Palestine en France, et M. Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël à Paris. Alors tous les deux, très rapidement, non pas une exégèse sur ce qui s'est passé, mais votre réaction, j'allais dire, de simple citoyen, palestinienne et ensuite israélien. Madame. Oui, pour moi qui suis donc en exil depuis 46 ans, c'est un très grand moment. Je sens qu'une partie de moi-même rentre avec M. Arafat à ce retour. C'est un jour très important et c'est surtout cet accueil tellement chaleureux. M. Arafat a choisi de rentrer par Gaza d'une manière très directe, presque intime, en marchant à pied. Et je crois que pour tous les Palestiniens qui vivent encore en exil, je crois que c'est un très grand jour. Vous êtes à Paris aujourd'hui, vous le regrettez? Non, je ne le regrette pas parce que je crois que j'ai aussi beaucoup de tâches à Paris, mais j'espère pouvoir faire la même chose que lui bientôt. Monsieur Lankri. C'est effectivement un événement qui est loin d'être banal, il est extraordinaire. Il s'inscrit très naturellement dans le prolongement de l'événement historique du 13 septembre dernier qui a scellé la reconnaissance mutuelle entre nous et les Palestiniens. Je ne vous demande pas d'être l'ambassadeur, mais vous, Israélien, que ressentez-vous là ce soir de voir M. Arafat? Je crois que je suis l'ambassadeur et que je suis moi-même. Je salue cette arrivée comme étant un pas très positif dans le parcours de la paix. Merci. Gérard Sebag, sur place à Gaza, au milieu de la foule. Gérard, vous avez vécu cette journée. Oui. Votre réaction ce soir, votre sentiment? Gérard? Eh bien écoutez, mon sentiment, c'est un sentiment absolument étonnant de voir cette foule qui est venue accueillir tout à l'heure Yasser Arafat. Mais là, je me trouve devant l'hôtel Palestine et si, durant toute la journée, Yasser Arafat a subi le délire des millions de milliers de Palestiniens qui sont venus l'accueillir. Il subit ce soir le délire des centaines de journalistes qui sont devant la porte de l'hôtel Palestine et qui essaient de pénétrer à l'intérieur de cet hôtel de façon à fixer ces images inoubliables de Yasser Arafat à Gaza. Gérard, vous êtes un spécialiste de cette région du monde, vous étiez en 77 à Tel Aviv lorsque M. Sadat est arrivé. Est-ce que vous avez ressenti la même chose aujourd'hui, la même émotion? Ce n'est pas tout à fait la même émotion car quand le président Sadat est arrivé à Jérusalem, il y avait un énorme fossé entre Israéliens et Arabes. Or aujourd'hui ce fossé a été comblé et la venue de M. Yasser Arafat à Gaza a été préparée par des négociations et il y a eu déjà un certain nombre de rencontres à Washington et également dans d'autres capitales européennes. Mais ce qui est important, c'est surtout le fait que Yasser Arafat soit sur la terre de Palestine. C'est ça qui est colossal. Et finalement, ce n'est pas tellement les Israéliens qui, ce soir, doivent avoir un sentiment de satisfaction, c'est plutôt les Palestiniens ici ce soir à Gaza. Merci Gérard, on vous retrouve tout à l'heure. Cette première visite de Yasser Arafat dans les nouveaux territoires autonomes palestiniens, eh bien, les Israéliens ont pu la suivre en direct sur leur télévision ou à la radio. Cette arrivée, vous le savez, est loin de faire l'unanimité en Israël et tout au long de cette journée, des Israéliens ont manifesté à Jérusalem notamment. Reportage Pascal Guimier. Jérusalem aussi
a connu ses heures de fébrilité. Il est 14 h lorsque, par petits groupes, quelques centaines de manifestants tentent de pénétrer dans la vieille ville et d'accéder au lieu saint. Peine perdue, la police bloque la porte de Jaffa. Les anti-Arafat ne passeront pas. Ils vont se rattraper dans la ville moderne. Après les échauffourées d'hier soir, l'agitation n'a cessé de tout l'après-midi. Gamins des implantations, juifs radicaux, nationalistes, militants de la droite dure, un front du refus contre la venue d'Arafat. Ici, le président de l'OLP reste un ennemi, un terroriste et un assassin, bon au mieux pour la prison, au pire pour la potence. Nous réclamons simplement un peu de justice. Quelqu'un qui a participé à des attentats doit être condamné. Nous demandons la condamnation d'Arafat. Slogan, tension, bousculade, des coups, des cris, mais finalement, plus de bruit que de mal. Pendant ce temps, dans un couloir de la télévision, le ministre des Affaires étrangères appelle les colons au calme. Leur sécurité est garantie par l'armée israélienne et que pour nous, comme juifs, le jour que nous avons arrêté de contrôler le destin palestinien, c'est un jour important. Dehors, une poignée d'opposants l'attendent, l'insultent, le traitent de traître. 18 h, Jérusalem résonne encore des coups de klaxon, marque de sympathie avec les manifestants, mais les conducteurs en fait se hâtent de rentrer chez eux. À l'approche du repos rituel, la ville peu à peu se vide. Ne restent plus que les irréductibles. En plein centre, sous les fenêtres même du Premier ministre, ce camp de toile. Ils sont quelques dizaines de familles à se relayer depuis plusieurs semaines. Ils protestent contre les accords de paix. Qu'on se le dise, Shabbat ou pas, les ultras sont bien décidés à rester mobilisés. Nous sommes aujourd'hui vendredi soir, le Shabbat s'apprête à commencer et tant qu'il durera, aucun juif religieux ne manifestera. Autant dire que Jérusalem devrait rester paisible jusqu'à demain soir, jusqu'au coucher du soleil, l'heure précisément choisie par le premier parti d'opposition pour appeler à manifester. Le Likoud veut faire le plein à la fois contre Rabin, Premier ministre, et contre Arafat. Après le bilan et les premières réactions côté palestinien, Didier Epelbaum, vous êtes vous à Jérusalem devant le mur de la vieille ville, on le voit derrière vous. Votre bilan de la journée, Didier? Écoutez, il y a un contraste extraordinaire entre le calme et la sérénité qui règne ce soir à Jérusalem et la liesse qui règne à Gaza. Jérusalem mérite ce soir son nom de ville de la paix. Il y a bien eu des manifestants, essentiellement des habitants israéliens des implantations proches de Jérusalem, quelques centaines, mais il n'y a pas eu la grande pagaille qu'on annonçait, il n'y a pas eu les actes de violence que l'on craignait ce matin, quelques arrestations, mais il y avait, il faut le dire, pratiquement 10 fois plus de policiers que de manifestants. Alors ça a été pour les Israéliens un événement essentiellement médiatique, parce que les deux chaînes de télévision ont retransmis ce qui se passait à Gaza intégralement et en direct. Il y a eu des débats, on s'est dit des choses dures, on s'est dit des choses graves, mais en toute civilité, et je crois que c'est ce qui va se passer tout à l'heure avec nos invités. La grande manif, c'est pour demain soir. Merci Didier. Tout au long de cet après-midi, vous avez pu suivre en direct ces événements sur France 2 avec un témoin aux côtés d'Étienne Lénard qui se trouve à Gaza. Étienne, un jeune Palestinien qui vivait en Tunisie et qui est de retour au Péri et qui est toujours avec vous ce soir. Iyab est à mes côtés, il a 26 ans. Iyab, vous avez passé la journée avec nous pour essayer de comprendre finalement quelle est l'émotion qu'a suscité ce retour de Yasser Arafat. Je voulais savoir quelle est l'image qui vous a le plus marqué peut-être dans la journée. Eh ben, en fait, l'image qui m'a marqué le plus dans cette journée, je pense qu'il y avait un manque de joie ici. Je m'attendais en grande joie. C'était en fait un petit peu triste quand même. Vous trouvez que ça n'a pas été assez joyeux? Non, franchement non. Ça a été formidable, c'est vrai. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on n'a pas remarqué la joie sur les visages. Que représente Yasser Arafat pour un jeune Palestinien de 26 ans qui finalement ne le connaissait pas? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Yasser Arafat? Eh ben, pour moi, il représente, si vous voulez voir franchement, il représente un grand-père qui a quitté ses enfants depuis la naissance. Et puis tout à coup, on nous dit, voilà, votre père, il arrive, il est là. Et voilà, votre père qui arrive, il est là. Et votre avenir personnel, Iyab, il est ici à Gaza. Vous pensez que maintenant que c'est un territoire autonome, vous allez pouvoir vivre, travailler ici? Ici, travailler toute la vie, je ne pense pas, mais j'aimerais mieux travailler entre ici et la France, exactement. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et cette visite de Yasser Arafat, Daniel, ce sera ma dernière question, c'est un nouveau départ pour les Palestiniens ou certainement, certainement.
Merci beaucoup. Voilà Daniel, Merci. on se retrouve tout à l'heure pour la spéciale, je pense. Merci Étienne, on se retrouve effectivement tout à l'heure. Alors, il y a un autre point de vue que nous allons maintenant regarder, c'est celui des communautés arabes à Paris. Nous avons été filmés dans le quartier de la Goutte d'Or et puis de la communauté juive qui vit dans le quartier de la rue des Rosiers. C'est un reportage de Valérie Gaget. Ces événements vus de Paris. Joe Goldenberg, le plus célèbre restaurant juif de Paris, victime en 82 d'un attentat meurtrier. Au coin du comptoir cet après-midi, juifs et musulmans réunis regardaient le retour d'Arafat en Palestine. Comment réagissez-vous à la vue de ces images? Eh bien, une réaction d'émotion. J'ai une pensée toute particulière pour le président Sadat, en ce jour qu'il aurait naturellement souhaité vivre parce qu'il avait tellement œuvré pour cela. Je crois que cet événement restera historique, je l'espère, dans l'histoire de paix entre nos deux peuples. Je suis très content pour qu'il revienne là-bas à son pays. Et j'espère que ça continue comme ça, la paix, pour longtemps. C'est pas pour un jour ou deux, quoi. La rue Mira, à Paris. Ici, c'est le cœur de Barbès. La communauté arabe est majoritaire dans le quartier. Voici le lieu où se réunissent presque tous les jours juifs et arabes depuis 30 ans. Pour la plupart des pieds noirs d'Algérie. Ici, on retrouve Oran, Alger, Constantine. L'amitié que vous trouvez ici entre juifs et arabes, qu'elle se manifeste là-bas aussi à Gaza. Voilà le mot de la clé. Voilà, ce reportage nous permet de revenir en France pour passer en revue maintenant le reste de l'actualité avant, vous l'avez compris, de repartir là-bas, en Israël et dans les territoires autonomes palestiniens pour une émission spéciale à partir d'environ 20h30 jusqu'à 21h, 21h15. L'actualité en France, d'abord, c'est l'enquête qui s'est ouverte à la suite de la catastrophe aérienne de l'Airbus A330 à Toulouse hier soir. Au cours d'un vol d'essai, l'appareil s'est écrasé avec 7 personnes à bord, aucune n'a survécu. Cet accident peut avoir des conséquences, on l'imagine, sur l'avenir de l'appareil et de la société Airbus qui le construit. Reportage Carole Comon, Hervé Pozzo. On m'a dit qu'il fallait interdire tout accès, bon ben j'interdis tout accès, c'est tout. Consigne très stricte. Toute la journée autour du périmètre où ne reste désormais que quelques débris carbonisés de l'Airbus A330. Seuls les enquêteurs, mais aussi les experts nommés depuis l'ouverture d'une information judiciaire ont pu se rendre sur les lieux de l'accident dans lequel 7 membres d'équipage ont trouvé la mort hier soir. Pour le moment, nous ne faisons que débuter cette enquête et je réserve l'avis de l'autorité judiciaire à la réception des rapports d'expertise judiciaire que nous avons demandés et dont nous pourrions disposer au moins au niveau de pré-rapport de quelques résultats dans un délai d'un mois, un mois et demi. Airbus Industrie dispose déjà de son côté des principaux éléments d'analyse grâce à l'enregistrement en temps réel de tous les paramètres du vol. Seules 60 secondes se sont écoulées entre le décollage et la chute de l'appareil. Et c'est bien au moment de la simulation d'une panne de moteur sous pilote automatique que l'accident est survenu. Airbus Industrie qui ne distille que de rares informations, toujours très techniques, et qui refuse d'évoquer d'éventuelles conséquences commerciales. Vous avez posé la même question sur le 320 en 1988 et nous en avons vendu le double depuis 1988. Jusqu'à hier, Airbus Industrie avait déjà enregistré 245 commandes d'Airbus A330, dont 118 concernant des appareils du même type que celui qui était testé hier à Toulouse. Catastrophe aérienne en Mauritanie. Un Fokker d'Air Mauritanie s'est écrasé ce matin à son atterrissage dans le centre du pays. Il y aurait 70 victimes sur les 80 personnes qui se trouvaient à bord. Affaire tapis suite. Hier soir, le député des Bouches-du-Rhône donnait ici même sa version de son interpellation mercredi à l'aube, dénonçant la brutalité policière dont il se disait victime. Double réponse aujourd'hui en forme de démenti du côté du ministre de la Justice et de l'Intérieur. Dominique Verdeillan, reportage. Bernard Tapie n'est pas prêt d'oublier comment il fut réveillé par les policiers mercredi matin. Ils ont d'abord, à coups de voiture, défoncé la porte d'entrée parce que la porte était fermée et ils se sont servis de leur voiture et de leur véhicule comme d'un bélier pour forcer la porte. La voiture bélier, c'est une version démentie ce matin par les autorités policières et judiciaires. En aucune façon, disent-elles, la porte d'entrée a été défoncée, la porte cochère a été ouverte par un membre du personnel de la maison. Après quoi, une voiture de police a pénétré sans incident dans la cour. Impossible de dire ce soir, alors, à quoi correspondent les traces sur la porte. Émoi chez les policiers, irritation chez le garde des Sceaux qui a tenu publiquement à défendre le juge Eva Joly. Un départ
de l'intéressé à l'étranger jusqu'au 19 juillet aurait nécessité une nouvelle demande de levée d'immunité au Parlement européen. L'enquête en aurait été retardée pour plusieurs mois. Que n'aurait-on dit alors du fonctionnement de la justice ? Et Pierre Ménieri contredit la thèse du complot politique soutenu par Bernard Tapie. Le contrôle fiscal qui aboutit hier à la mise en examen du député avait été diligenté en 92, autrement dit, sous un gouvernement de gauche. C'est le premier grand départ en vacances d'été en France. Tout au long de ce week-end, la gendarmerie va renforcer ses contrôles, alcoolémie au volant, sécurité des chargements sur les véhicules et enfin vitesse excessive. Exemple choisi aux alentours de Bordeaux aujourd'hui. Reportage François Privat, Philippe Dumail. Hier soir, ce motard roulait à 192 km/h sur l'axe Bordeaux-Bayonne, limité à 130. 4 points seront probablement retirés de son permis de conduire. 192 km/h, même en soirée comme ça, vous pouvez causer un accident extrêmement grave. Hein. C'est quand même un peu fou, n'est-ce pas, de mettre sa vie en danger et de mettre la vie des autres en danger pour gagner 10 minutes pour aller à Biscarrosse, ou un quart d'heure. Alors vous avez beaucoup de chance ce soir. 20 points de contrôle, 2 radars embarqués mobiles pour une opération coup de poing orchestrée conjointement par la gendarmerie et les CRS sur l'ensemble de la Gironde. C'est d'abord de la prévention, on va se faire voir, au vrai sens du terme, et on va aussi, s'il le faut, réprimer ceux qui seront vraiment en infraction. Aspect important du dispositif, les contrôles alcotest, alors que le taux maximal d'alcoolémie au volant devrait prochainement être abaissé à 0,7 g par litre de sang. Effectivement, on en parle énormément. Il s'agit pour l'instant que d'un projet. On ne peut évidemment rien faire sur le plan légal ou juridique tant que ce projet n'est pas, passé à l'état de loi. Bilan de cette première nuit de contrôle, 2 alcotests positifs et 140 excès de vitesse. L'opération se poursuit jusqu'à dimanche soir. Mais dès que vous cessez de conduire, il faudra mettre la position que vous avez utilisée. Un homme de 32 ans assassiné d'un coup de couteau à la station Porte de Versailles, c'était au début de cette année, gratuitement, apparent, sans raison. Une enquête difficile devait alors commencer, qui aboutit aujourd'hui à l'interpellation de 2 jeunes gens. Après toute une série d'autres interpellations, plus de 400 personnes ont été entendues. Pascal Doucet-Bon et François Granier, reportage. Cette nuit du 14 janvier dernier, Pascal Boudinot, 32 ans, rentre chez lui quand 2 hommes l'agressent à coups de couteau. Touché au cœur, Pascal est blessé grièvement, il mourra quelques heures plus tard. Un témoin encore inconnu a tiré le signal d'alarme. Les 2 agresseurs prennent la fuite. Pascal Boudinot est mort pour les 300 francs qu'il avait sur lui et personne à l'époque ne répond aux appels à témoins. Ce que l'on voudrait savoir, ce sont les témoins qui étaient dans le wagon, car ça s'est passé dans un wagon, non pas ailleurs, mais dans le wagon à Porte de Versailles. Il y avait des personnes qui étaient là et j'ai fait appel aux témoins pour qu'ils se manifestent, qu'ils disent qu'ils ont vu. À ce moment-là, la brigade criminelle a bien peu de chances de retrouver les assassins. C'est un véritable travail de fourmi qui commence et qui aboutit à l'arrestation de 2 suspects. On procède de façon très classique. On fait une enquête de voisinage sur les quais du métro. On essaie de retrouver les gens qui étaient dans la rame du métro, dans les autres wagons de ce métro. On fait également une enquête de voisinage sur tout le quartier, sur tous les quartiers périphériques. Et on essaie de retrouver des témoins valables qui auraient pu assister à des scènes similaires ou qui auraient pu assister à la scène en question. On est relativement surpris d'arriver 5 ou 6 mois après les faits à un résultat qui nous semble positif, mais sachez que les enquêtes durent ici plusieurs années et la brigade criminelle ne lâche jamais. Le meurtrier présumé et son complice, âgés de 19 et 23 ans, ont été interpellés et écroués. 2 témoins les ont formellement reconnus. Le Premier ministre, M. Balladur, était aujourd'hui en Pologne. Ce matin, il rencontrait le président Lech Walesa et cet après-midi, il s'est rendu en compagnie de Simone Veil au camp de concentration d'Auschwitz pour rendre hommage aux millions de Juifs morts dans ce camp et dans l'ensemble du territoire polonais. Une première fausse note à propos de l'opération française au Rwanda. Le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui est un Ivoirien, qualifie d'intervention politique la présence française au Rwanda et qui n'arrange pas forcément les choses, dit-il. La France aurait plutôt intérêt, poursuit-il, à s'inclure dans une force neutre. Sur le terrain,
Pour la première fois, des soldats français ont sauvé des guerriers Tutsis dans la zone des combats. Reportage Philippe Boisserie, Éric Mézy. Ils chantent le Seigneur de les avoir sauvés. Ils chantent pour tous ceux qui n'ont pu échapper au massacre. Depuis 2 mois et demi, ces Tutsis se terraient dans la montagne. Hier soir, l'espoir est arrivé avec les militaires français. Pendant plus de 3 heures, 6 hélicoptères ont évacué les plus gravement blessés d'entre eux, une centaine. Au petit matin, une dernière petite fille est emmenée. Encore? Un peu plus loin, un médecin prodigue soins et réconfort aux autres pour tenter d'apaiser tout ce que leurs yeux ont pu voir, tout ce que les militaires ont découvert. Nous sommes allés dans le petit vallon qui part au nord-est de cette position et nous y avons trouvé des centaines de cadavres qui venaient d'être massacrés. Certains anciens, d'autres beaucoup plus récents. Les premiers secours se font avec les moyens du bord, assez pour faire réapparaître des sourires sur les visages des enfants, du soulagement chez les plus grands. Dès qu'ils sont arrivés, nous avons espéré revivre. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous souhaiterions aussi rester ici et être protégés ici, au lieu d'être déplacés dans un autre coin. Pour le moment, il n'est pas question qu'on parte. Et si moi je pars, j'aurai une relève. Ça, c'est évident. Les gens ne seront pas abandonnés ici. Sur la montagne, surplombant ce nouveau camp, des Hutus en armes. Ils observent. Hier, les militaires français les ont vigoureusement repoussés. Une interposition à haut risque. Tous les soldats de l'opération turquoise sont déployés dans la zone gouvernementale Hutu. Maradona, convaincu de dopage, exclu de la Coupe du Monde de football et probablement du milieu du football. Pourtant, le joueur argentin proteste de son innocence. Il jure sur la tête de ses enfants qu'il ne s'est pas dopé. Después de sufrir muchísimo en mi habitación solo, y les prometí a mis hijas que no iba a llorar y no lloro. Lui ne pleure pas, les Argentins, si. Les rues de Buenos Aires se sont vite remplies après l'annonce de la suspension de Diego Maradona. À quelques milliers de kilomètres de Dallas, on défend l'idole et on lui pardonne. Ça va bien au-delà d'une simple affaire. Derrière tout ça, il y a un gamin, Maradona, qui a eu le courage de dire que le foot est entre les mains d'une mafia. C'est ça la réalité. À Dallas aussi, on descend dans les rues pour aller supporter l'Argentine qui va jouer contre la Bulgarie. Mais là-bas, le sentiment est un peu différent. Je vais vous dire la vérité, moi. Il nous a tous trahis, Maradona, nous les Argentins. Il a eu une attitude minable. Il a tué le moral de l'équipe. C'est vrai qu'hier soir, les ciels et blancs ont paru un peu déboussolés. Pas de morale, plus de jambes, plus de leader. Les Bulgares n'ont eu qu'à attendre la deuxième période. Un but de Stoichkov. Un but de Sirakov. Et c'est la première défaite argentine de la World Cup. L'Argentine était venue là pour gagner. Maintenant, il ne faut pas trop rêver. Le Tour de France cycliste, le départ c'est demain à Lille avec 2 favoris qui malheureusement ne sont pas français, l'Espagnol Indurain et le Suisse Tommy Rominger. Les mêmes que l'année dernière finalement. Thierry Clopeau. Jusqu'aux Champs-Élysées, entre ces 2 hommes d'orgueil, ce sera un véritable combat de route. À gauche, Miguel Indurain, 30 ans, triple vainqueur du Tour de France, ce sera la cible à abattre. À droite, Tony Rominger, le Suisse, 33 ans, numéro 1 mondial cette année, toutes courses confondues, mais encore vierge de toute victoire dans la grande boucle. Pour Rominger, l'édition 94 pourrait bien enfin lui sourire. La préparation, tout d'abord, comme sur des roulettes. Victoire à Paris-Nice, au Tour du Pays Basque, victoire finale dans le Tour d'Espagne, avec à la clé 6 étapes au palmarès. Cet été, Rominger est au top de sa forme. Toute autre musique pour Indurain. Passage à vide dans le Paris-Nice en début de saison à cause d'une allergie au pollen. Pour la première fois depuis 3 ans, battu dans le Giro. Ça fait mal pour quelqu'un qui n'est pas habitué au chaos. Indurain, c'est aussi la disparition tragique cet hiver de son jeune coéquipier Antonio Martin. Sale temps pour le roi d'Espagne. En fait, pour les 2 coureurs, tout se jouera dans les 6 étapes de haute montagne et les 2 grands contre-la-montre individuelle. La montagne, tout d'abord, avantage Rominger. S'il ne souffre pas de la chaleur, il sera le meilleur. Il a survolé tous les cols du Tour d'Espagne et a parcouru au printemps 2600 km au Colorado avec l'ascension, s'il vous plaît, de 19 cols en 14 jours.
Indurain, lui, n'a pas prouvé grand-chose depuis le début de saison. C'est vrai, le Navarin a cherché à maigrir pour être plus léger dans l'école. Il a perdu 3 kilos sur le Giro, mais il en a fait les frais sur les contre-la-montre, son exercice favori. Manque de puissance, résultat 2 minutes 30 de perdu en 44 km sur Berzine, du jamais vu pour Miguel. Le contre-la-montre, c'est bien là que pourrait se jouer le tour. Les deux hommes excellent dans cet exercice. Celui qui prendra l'ascendant à Bergerac le 11 juillet aura fait un grand pas vers la victoire sur les champs. À moins que tout se joue à 2 jours de l'arrivée à Morzine, autre contre-la-montre peut-être alors crucial, on rêve déjà d'un final à la Hitchcock. Voilà pour l'actualité française et internationale. Revenons à la Palestine avec cette édition spéciale. Yasser Arafat de retour dans les territoires autonomes palestiniens avec nos envoyés spéciaux, vous les voyez, à Gaza, Étienne Lénard, Gérard Sebag, Charles Anderlin, à Jérusalem, en Israël, Didier Epelbaum, et à Paris, nos deux invités, Madame Leila Chaïd, déléguée de la Palestine en France, et Monsieur Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël à Paris. Et tout de suite, le rappel des images fortes de cette journée. Et tout de suite, réalisé à l'instant même devant l'hôtel de Palestine à Gaza, réalisé par notre envoyé spécial Gérard Sebag, la première interview d'un proche, très proche conseiller de M. Yasser Arafat, M. Ahmed Tibi, que vient donc de rencontrer Gérard Sebag. On l'écoute. Bien, eh bien, retour à l'hôtel Palestine où nous avons à nos côtés M. Ahmed Tibi. M. Tibi est un homme qui a joué un rôle très important dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. M. Tibi, please. Votre impression de cette première journée de Yasser Arafat à Gaza. C'est une journée extraordinaire, mais il est normal que le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, le président Yasser Arafat, revienne dans son pays, revienne sur sa terre, la bande de Gaza. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre aujourd'hui, une ère de construction d'une entité nouvelle sur la voie de l'État palestinien indépendant, coexistant avec Israël. Cet État va être créé, va être construit et c'était aujourd'hui la première journée de ce long processus. Quelles seront vos relations avec les Israéliens? Vous avez dit étape par étape. Bien, conformément à l'accord, il y a 2 phases, une phase intérimaire et puis le statut final. Nous en sommes à l'étape intérimaire qui va réclamer 5 ans. J'espère même que cela durera moins longtemps, c'est ce qui est prévu. Et vous ne pensez pas que M. Arafat voudra accélérer les choses et voudra peut-être ramener les choses à 1 an ou 2 ans au lieu de 5 ans. Moi, je préférerais que ça aille beaucoup plus vite qu'en 5 ans. Et je crois que les dirigeants palestiniens sont favorables à un raccourcissement de la période intérimaire. C'est une étape positive et c'est bon pour les 2 parties. Et comment était M. Arafat aujourd'hui? Je crois que vous avez été très proche, vous êtes très proche de lui. Écoutez, je viens de le quitter là, il y a 3 minutes afin de pouvoir répondre à vos questions, Gérard. Il est d'excellente humeur, il est en train de rencontrer des Palestiniens de Hébron et de la rive occidentale de Jérusalem. Il y a un quart d'heure, il a rencontré des citoyens palestiniens et israéliens, oui, notamment le vice-ministre de l'Agriculture israélien. Et il rencontre toujours des Palestiniens. Il y aura encore une réunion des autorités nationales palestiniennes aujourd'hui. Écoutez, Yasser Arafat, il va très très bien. Il est content. Il m'a dit qu'il était heureux d'être ici. Et sa foi est dirigée vers la paix et la création de l'entité palestinienne.
Et il va aller à Jéricho prochainement. C'est une possibilité très très nette. Merci beaucoup, au revoir. Voilà donc réaction d'un très proche de Yasser Arafat sur l'état d'esprit de Yasser Arafat ce soir, après sa première journée en territoire palestinien. Dans un autre endroit de la ville de Gaza, sur une des terrasses qui surplombent la ville, Étienne Lénard, Philippe Rochaud. Oui, Daniel, nous attendons en fait le chef des forces de sécurité palestiniennes, le responsable, qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Vous savez que la rumeur d'une tentative d'attentat contre Yasser Arafat a couru cet après-midi dans ce territoire autonome de Gaza, une rumeur qui a été démentie en direct sur notre antenne par les proches de Yasser Arafat. Donc nous verrons ce qu'il en est peut-être dans les minutes qui viennent. Philippe, vous avez suivi depuis donc Rafah à la frontière jusqu'à ici à Gaza ce périple de Yasser Arafat. Vous l'avez même approché. Comment est-ce que vous l'avez senti? Ému, très ému? Moi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'est de la détermination de l'homme. Je me souviens avoir couvert son évacuation de la ville de Tripoli du Liban en 83. J'étais sur le bateau avec lui, escorté par les forces françaises. Et là, il nous disait « Je reviendrai un jour en Palestine ». Et j'ai pensé à cette phrase, bien entendu, lorsque je me trouvais dans cette voiture qui était à peine à 10 mètres de lui. Lui souriant, lui saluant la foule, lui n'ayant pas peur de sortir la tête de la voiture pour saluer les gens, alors que les mesures de sécurité étaient quand même draconiennes aujourd'hui parce qu'on avait peur d'un attentat, vous l'avez dit. Donc cette détermination, pour lui, va le conduire à la deuxième étape maintenant de son projet, c'est-à-dire que l'autodétermination, ce n'est que la première étape. Maintenant, ce qu'il veut, c'est l'État palestinien, donc c'est Jérusalem-Est. Et finalement, pour lui, ça n'est pas une arrivée, ça n'est pas un aboutissement, ce voyage, mais c'est au contraire, je crois, un point de départ. Daniel? Messieurs, on va à Jérusalem maintenant. Didier Pelbaum. Didier? Oui, avec deux invités qui représentent à eux deux à peu près les trois quarts de l'opinion israélienne. Eliaou Ben Elissar a été le premier ambassadeur d'Israël au Caire et il est député du Likoud, de l'opposition de droite. Nissim Zvili est le secrétaire général du Parti travailliste. C'est un peu le Henri Emmanueli israélien. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images d'Arafat à Gaza? Monsieur Ben Elissar. Le retour d'Arafat, c'est le départ d'Israël. Et ce n'est pas seulement de Gaza qu'il s'agit. C'est une journée triste pour Israël. Au fond, le terrorisme arabe, l'OLP, a gagné une victoire. Israël a essuyé une défaite. Monsieur Zvili, une défaite pour Israël? Non. D'abord, personnellement, j'ai très bien compris et même accepté la joie et l'émotion des Palestiniens, la joie et l'émotion de M. Arafat et des dirigeants palestiniens qui sont retournés à Gaza. Je crois que c'était un pas complètement naturel, un développement complètement naturel et normal. C'était les Palestiniens, les dirigeants surtout, ont franchi une barrière qu'ils avaient. Ils ont pris une partie de la responsabilité. Mais vous l'avez vu sans pincement au cœur, franchement? Non. Dans la bande de Gaza, sûrement pas. Parce que la bande de Gaza, je ne l'ai jamais senti comme une partie de l'État d'Israël. Je n'ai jamais essayé de croire que ça peut être même une partie de l'État d'Israël. C'est pour ça que personnellement, je n'ai pas senti une émotion personnelle, mais j'ai très bien compris l'émotion des Palestiniens. Bien, merci, voilà Daniel. Merci Didier, on vous retrouve tout de suite. Alors après l'émotion, les réactions, les questions qui vont se poser à cette nouvelle entité palestinienne et à son chef Yasser Arafat. Et d'abord, la question de sécurité. Une rumeur, on vous l'a dit, a couru cet après-midi parlant d'une tentative d'assassinat, un pistolet dissimulé dans une caméra. La police palestinienne a formellement démenti. Pour assurer cette sécurité dans les territoires devenus autonomes, une police a été créée qui intègre même des jeunes gens qui ne sont pas forcément des partisans de Yasser Arafat. Reportage Olivier Lerner. Casquette de baseball, t-shirt, pantalon et chaussures de ville, la police palestinienne ne ressemble à aucune autre police. Manque d'uniforme, manque d'uniformité également. Former ces hommes pour qu'ils marchent tous d'un même pas, forger des esprits nouveaux à la fois obéissants et forts, telle est l'ambition des commandants palestiniens qui ont hérité d'une génération d'hommes marqués par la guerre des pierres, marqués par la prison, marqués par l'influence des différents chefs du Fatah, du Hamas et du djihad islamique. Éducation physique, éducation civique, ils sont en formation accélérée. Dans 3 semaines, on ne devrait plus entendre ça. Moi, je reste un militant du djihad dans ma tête. Je suis un policier maintenant, je me réjouis de saluer Arafat. Cela étant, je ne crois pas une seconde au processus de paix. Le commandant a tout entendu, il en reste bouche bée. Militant du djihad, il était. Attaché au djihad, il reste. D'autres acceptent plus facilement le moule de la police. En principe, incolore. Moi, j'appartiens au Fatah. C'est un grand changement, vous savez.
On jetait des pierres dans la rue il n'y a pas si longtemps. C'est pas facile d'être un soldat et d'obéir aux ordres d'un vrai commandant. Hamas, Djihad, Fatah, on essaye de gommer nos différences. Si on veut réussir, on doit impérativement mettre nos idées politiques de côté. Les purs et durs du djihad islamique, on les trouve à Djebalia, quartier proche du centre-ville de Gaza, où la police palestinienne n'ose même pas s'aventurer. Ces deux hommes étaient recherchés par les Israéliens. Ils restent aujourd'hui dans la clandestinité. Les policiers palestiniens, on les respecte, mais ils ne sont là que pour organiser la circulation en ville. Nous, on continue la lutte armée. Il n'y aura jamais la paix ici tant que le dernier soldat israélien n'aura pas quitté la bande de Gaza. On est, comment dire, comme dans une grande prison ici, dans Gaza. Il faut qu'Arafat comprenne ça. Gaza, entre guerre et paix, où les sympathisants du djihad islamique se comptent encore par milliers. Qu'est-ce qui est mauvais dans cet accord selon vous? Tout. Qu'est-ce qui nous a donné l'accord? Est-ce qu'il nous a donné un État indépendant et souverain? Est-ce qu'il nous a donné un passeport? Est-ce qu'il nous a donné toute la bande de Gaza finie des colons juifs? C'est notre combat continu de faire notre devoir contre l'occupation. Torpiller le processus de paix et neutraliser Yasser Je ne sais Arafat. pas si ça va torpiller le processus de paix ou ça ne va pas, mais finalement, je crois que les islamistes vont continuer à éviter par tous leurs moyens tout conflit interpalestinien. Ces derniers jours, on a relevé quelques règlements de compte interpalestiniens et le sang a coulé. Premiers interrogatoires, premières arrestations. Ces jeunes policiers, théoriquement opérationnels après leurs 3 semaines de cours intensifs, seront vite confrontés à leurs frères sur le terrain. Personne n'aimerait être à la place de ce policier proche, très proche encore des idées du djihad islamique, s'il devait arrêter ses anciens camarades de combat. Oui, tout n'est pas forcément rose dans cette journée. Si Jéricho et Gaza sont autonomes, il reste des territoires occupés par les Israéliens. Et ce matin, à Hébron, de jeunes Palestiniens ont continué à lancer des pierres. Dorothée Olyric. Ils n'ont pas attendu l'arrivée de Yasser Arafat à Gaza pour fêter à leur manière l'événement historique. Ici, à Hébron, les Shebabs, ces gamins lanceurs de pierres, ont cherché l'affrontement. Et comme si l'intifada ne devait jamais finir, aujourd'hui encore, on replongeait dans la guerre des pierres et la riposte brutale. Dans cette ville palestinienne vivent quelques 400 colons juifs ultra-religieux et plus de 800 familles influencées par les mouvements anti-arabes. Et c'est sans doute pour cela qu'ici, plus qu'ailleurs, il est difficile de faire la paix. Aujourd'hui, les Palestiniens revendiquent cette zone, mais loin de Gaza et de Jéricho, le cas d'Hébron n'est pas encore réglé. Depuis des semaines, eux aussi préparaient drapeaux et portraits à l'effigie d'Arafat, mais la journée a mal tourné et 3 Palestiniens ont été blessés. Madame, Monsieur, je vais vous demander un instant d'inverser vos rôles. Que peut ressentir, si vous étiez palestinien ce soir, Monsieur Lancry, que ressentiriez-vous à la fin de cette journée? Et vous, Madame, je vais vous demander d'inverser les rôles. D'abord vous, Monsieur. Question surprenante pour le moins. Mais je sentirais qu'effectivement, il y a là un défi, puisque un accord politique a été signé entre Palestiniens et Israéliens, et qu'il faut veiller à l'application de cet accord politique en réunissant le maximum de chances de converger entre Israéliens et Palestiniens et de réussir l'autonomie. Est-ce que vous seriez inquiet de la réaction des Israéliens qu'on a pu enregistrer aujourd'hui? Je pense que non. Globalement, une majorité des Israéliens s'est prononcée pour cette démarche, même si l'opposition très légitime, très légale en Israël, dans le pays de droit et de démocratie que nous sommes, manifeste son opposition à cette démarche. Madame, est-ce que si vous étiez israélienne ce soir, auriez-vous l'impression que c'est le début de la fin, comme le pensent certains membres de la droite israélienne qu'on vient d'entendre? Non, je serais plutôt de l'avis de M. Nessim Zvili. Je crois que le droit est rendu à ceux qui le détenaient depuis toujours. Gaza appartient aux Palestiniens, la Cisjordanie appartient aux Palestiniens. Je crois que je verrai comme M. Zvili que c'est vraiment la première marque d'une paix possible, et en tout cas un partenaire qui est acclamé par une population et qui veut continuer à construire la paix. Mais tout de même, si vous étiez israélienne, vous auriez entendu cet après-midi M. Arafat prononcer le mot de Jérusalem.
Oui, Jérusalem, je crois lorsqu'il la prononce, il parle au nom de tous les Palestiniens. Il s'est aussi adressé au peuple israélien cet après-midi dans son discours en disant « Nous avons reconnu les lieux saints du peuple israélien. Il faudrait maintenant que le peuple israélien reconnaisse au peuple palestinien, chrétien et musulman, aussi leur appartenance à Jérusalem. » Alors, vous reprenez votre rôle, M. Lancry. Est-ce que ça, c'est quelque chose que peut entendre le gouvernement israélien? Je pense que non, puisque le gouvernement israélien a établi très clairement sa politique sur Jérusalem. Il a indiqué que religieusement, Jérusalem était ouverte à tous les cultes, y compris à tous les Palestiniens, et virtuellement à M. Arafat lui-même. Mais politiquement, Jérusalem restait fermée sous souveraineté israélienne, et lorsqu'arriveront les négociations sur le statut définitif, à ce moment-là, on verra. Alors, autre problème qui reste posé, c'est celui aussi des colons israéliens, qui officiellement d'ailleurs, en vertu des accords de Washington, demeurent dans les territoires palestiniens autonomes. Ils sont 4000 environ, répartis dans une vingtaine d'implantations et qui n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. Reportage Olivier Lerner. Ce quart de ramassage scolaire israélien passe tous les jours devant le drapeau palestinien. Une pancarte jaune signale l'entrée de Gaza, zone autonome palestinienne. Les enfants de Netzarim connaissent. Dans la bande de Gaza, 4000 colons circulent ainsi, répartis dans 17 implantations plus ou moins grandes. Les adultes sont armés. Le chauffeur est chevronné. Moi, je traverse la bande de Gaza 3 fois par jour. On a toujours besoin d'une escorte, vous savez. On ne sait jamais. Et avec l'armée, on est en sécurité. Des centaines de militaires israéliens sont encore là, pour eux, rien que pour eux. Il y a de nombreux endroits en Israël où il est nécessaire de s'implanter. Chez nous, à Netzarim, on n'est pas nombreux. C'est pourquoi il faut qu'on reste, nous. Et j'espère que personne ne nous demandera de quitter la région. Netzarim est une forteresse. Gaza, c'est juste en face. Madame Hiller est enceinte. Elle attend son 7e enfant. Netzarim est la plus petite des implantations israéliennes dans la bande de Gaza. Une quinzaine de familles ont trouvé leur bonheur ici. 7 à 10 enfants par foyer, logés au choix dans des caravanes ou dans des villas, louées 600 francs par mois. Est-ce que vous croyez en cette paix? La paix? Ce n'est pas la paix. Ça, c'est la paix? Chaque jour, les Arabes tuent de nouveaux Juifs? Ça, c'est la paix? Je ne comprends pas votre question. À 4 ou 5 ans, les petits Israéliens qui vivent à 1 kilomètre du centre-ville de Gaza sont tous capables de dire où, comment et pourquoi ils sont là. Yoel, tu connais Gaza? Oui. C'est loin d'ici? Non, c'est tout près. Tout près de Netzarim. Et qu'est-ce qui se passe dans Gaza? Qui habite Gaza? Les Arabes. Les Arabes. Et vous avez peur des Arabes? Non, non, on n'a pas peur. On a des armes. L'arrivée d'Arafat ne va rien changer pour eux. Tant qu'ils sont ici, ils pourront continuer à planter des fleurs ou des clous et à faire des châteaux de sable. Partiront pas, Dieu seul le sait. Et vous les avez vus tout à l'heure dans la rue acclamer Yasser Arafat, mais il y a une question qui se pose. Que vont devenir ces enfants, ces adolescents de l'Intifida, la guerre des pierres, maintenant que Gaza est devenu territoire autonome? Charles Andernin a rencontré l'un d'entre eux. C'était quelques heures après le retrait israélien de Gaza. Morsein el-Abed se recueillait sur la tombe d'Ahed, son frère, un combattant du Fatah tué en mai 93. Je n'oublierai jamais ton sacrifice. Il n'a pas été vain. Les forces palestiniennes sont enfin là. Toi et tous les martyrs, vous êtes vengés. Toute la vie de Morsein à Gaza, c'était jusqu'à présent l'intifada. Dans le camp de réfugiés Chati où habite sa famille, il participait aux manifestations contre l'armée israélienne. Il a 13 ans. Quand une jeep passait, on ramassait vite des pierres pour les lancer sur les soldats. Comment tu choisissais les pierres? Une bonne pierre est légère et ronde. Moi, j'étais un bon lanceur. Dans son combat, Morsein avait pour exemple Haed, le frère disparu. Bien sûr que j'étais inquiète quand le petit affrontait les soldats, mais je ne lui disais jamais n'y va pas. Au contraire, je l'encourageais. Mes filles aussi lançaient des pierres. Moi-même parfois je le faisais. Avec mon mari, on ne disait pas qu'on était inquiet. Mais au fond de nous-mêmes, c'était autre chose. Après tout, je suis une mère.
La famille El Abed a quitté Jaffa près de Tel Aviv en 1948 pour se réfugier à Gaza. Et Salim, le père, rêve de retrouver la propriété qu'il a laissée en Israël. Cette paix, c'est la première étape du plan d'Arafat pour retrouver toute la Palestine. Quelque chose tout de suite et le reste plus tard. La plupart des réfugiés de Gaza n'arrivent pas à croire qu'ils devront renoncer à l'idée de retour dans ce qui est aujourd'hui Israël. Morsen, lui, a d'autres soucis. Plus question de dire à l'instituteur qu'en raison du couvre-feu, il n'a pas pu étudier ou faire ses devoirs. Avec ses camarades, il trouve les examens de fin d'année très difficiles et injustes pour ces jeunes qui ont tant combattu. Mais qui dans cette classe regrette l'intifada? Alors l'avenir, c'est dès ce soir, c'est demain, Didier Pelbaum. Cet avenir, comment l'envisagent vos deux invités? Oui, Eliaou Ben Elissar, vous et vos amis politiques, vous avez eu un ton tragique aujourd'hui. Vous avez parlé de début de la destruction par étapes de l'État d'Israël en entendant le discours d'Arafat. Non, je dirais un peu comme disait la France libre en 1940, dans des circonstances terribles pour la France, qu'Israël a perdu une bataille. Israël n'a pas perdu la guerre. Non, Israël ne sera pas détruit. Aucun doute là-dessus. Seulement Israël aura à payer avec un prix exorbitant les fautes commises par le gouvernement israélien présent. Voilà ce qui va arriver. Parce qu'on comprend très bien qu'Arafat ne peut pas s'arrêter à Gaza, il ne s'arrêtera pas demain à Hébron, et il voudra Jérusalem, et tout le reste aussi. Il est déjà sur une lancée, puis vous pouvez très bien voir les Français parfois, avec leur bonne volonté et leur esprit de liberté, commettent une petite erreur en comparant la situation d'Israël au milieu du monde arabe, dans le conflit avec les Palestiniens, avec l'Algérie, avec le FLN, avec Ben Bella et la France. Et ils oublient que les Palestiniens, Arafat, à l'opposé de l'FLN et Ben Bella, ne demandent pas l'Algérie seulement, ne demandent pas 3 départements français. Ils demandent l'Hexagone, ils demandent Paris. L'OLP veut Jérusalem, veut Israël. Voilà le point, voilà de quoi nous avons peur. Eh bien, bien sûr, on ne leur donnera pas. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, un jour, un autre gouvernement israélien aura rectifié les erreurs commises par le présent. Nissim Zvili, vous faites partie de la coalition pouvoir, vous êtes pour ce processus de paix, vous n'avez aucune crainte? Non, non, je crois que c'est normal qu'on soit déchiré entre les craintes et les espoirs. Mais c'est ça exactement le problème. On a une analyse complètement différente de la situation politique. Nous craignons pas la force des Palestiniens. On sait exactement quels sont nos buts. Nous avons décidé que nous ne voulons pas continuer à dominer notre peuple. Nous avons décidé qu'on ne veut pas vivre dans un État binational. Et quand on ne veut pas vivre dans un État binational et continuer à dominer notre peuple, on doit prendre des décisions politiques. Et les décisions politiques sont des décisions qui sont très claires. Les buts sont déterminés. Nous savons exactement où on veut mener l'État d'Israël. En aucun cas, on va mettre en danger la sécurité ou l'existence de l'État d'Israël. Et ça, la droite israélienne le sait très bien. Ni M. Rabin, ni la leadership du Parti travailliste est prêt à prendre des risques qui peuvent mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'on a commencé à adopter une politique active vers la paix. On ne fait plus rien que des discours sur la paix. On essaye de créer dans le Moyen-Orient une nouvelle réalité politique. Et nous croyons qu'on a maintenant des partenaires, pas seulement entre les Palestiniens, on croit qu'avec la Jordanie, les Syriens et d'autres pays arabes. Et on va faire tous les efforts possibles pour avancer dans un processus qui va être difficile, qui va être des fois pénible, mais qui va arriver exactement au but qui vont servir les intérêts de l'État d'Israël. Eliaou Ben Elissar, comment voyez-vous les mois à venir? Les travaillistes sont encore au pouvoir pour 2 ans. Ils vont poursuivre le processus de paix. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, Israël sera de plus en plus déchiré, il faut le savoir. Enfin, il ne s'agit pas d'une très grande majorité, d'une petite minorité. C'est un clivage extrêmement profond entre 2 moitiés. Mais les manifestants étaient
très peu nombreux Oui, aujourd'hui mais à ça, ça ne veut Jérusalem. rien Et il n'y en a dire. pas eu ailleurs. Bon, vous savez, ce n'est pas là, c'est pas ça qui est la chose la plus importante. Le fait est que si les élections avaient eu lieu aujourd'hui, tous les sondages d'opinion publique le montrent, le Likoud serait revenu au pouvoir. Voilà. Bien, messieurs, on va vous interrompre un instant parce qu'on a d'autres problèmes à évoquer. Un autre problème énorme qui est posé au territoire palestinien, c'est l'économie. Économie inexistante pour le moment et qui dépend pour l'essentiel de subsides étrangers qui ne sont pas encore arrivés. Pour l'instant, la majorité des Palestiniens de la bande de Gaza vont d'ailleurs travailler en Israël. Reportage Olivier Lerner. Cette couleur si particulière, les 30 000 Palestiniens de Gaza, autorisés à travailler en Israël, la voient tous les jours à 3 h du matin. C'est le grand embouteillage à Erez, point de passage entre la bande de Gaza et Israël. Des camions par centaines, des hommes par milliers. Ils étaient 120 000 avant le mois d'avril dernier à passer par là, mais les attentats meurtriers du mouvement intégriste Hamas ont freiné l'hospitalité des Israéliens. Étouffés dans cette queue, c'est en fait le prix à payer pour respirer un peu. Gaza n'offre que très peu d'emplois stables, intéressants et bien rémunérés. Alors, il faut sortir et passer à travers cette frontière, sans doute l'une des mieux gardées au monde. Boucler Gaza, comme ce fut le cas dans le passé, et c'est l'asphyxie à coup sûr. La dépendance économique est totale. Seule l'aide financière promise à Gaza et à Jéricho par les nouveaux partenaires de Yasser Arafat pourrait progressivement installer un marché du travail où les salaires ne seraient plus ridicules. Les Palestiniens attendent près de 4 milliards de francs des États-Unis, de l'Europe et de la Banque mondiale cette année pour bâtir un système économique digne de ce nom et renverser la vapeur. Exporter plus, importer moins. Le but n'est pas près d'être atteint. Lui, il travaille dans le bâtiment. Il passe 3 heures tous les jours dans cette queue. Il n'y a rien à faire à Gaza. On n'a pas le choix. C'est ça ou rien. En Israël, ce carreleur gagne 300 francs par jour. Pour le même travail dans Gaza, c'est 120 francs. Humiliation, disent les Palestiniens qui se présentent ici. Vérification indispensable, rétorquent les Israéliens, qui ont mis au point un système très sophistiqué pour faire le tri entre les vrais et les faux travailleurs. Et parfois, il faut courir, vite, pour attraper ceux qui ont d'autres scénarios en tête que celui d'aller travailler sagement en Israël. Aucun coup de feu n'a été tiré cette fois-ci. Les deux fuyards n'ont pas été très loin et ne sont pas près d'obtenir un nouveau feu vert pour Israël. Sous l'œil de l'armée et de la police israélienne, omniprésente dans ce secteur clé, tout se sait, tout se voit, tout est réglé comme un voyage organisé. Les Israéliens qui viennent chercher les Palestiniens sont pour la plupart armés. Ils viennent, eux aussi, tous les matins à la même heure. Et ils attendent leurs ouvriers, toujours les mêmes, pour les conduire sur des chantiers à Jérusalem ou à Tel Aviv. 2 heures de route, minimum. Les Palestiniens travaillent plutôt bien, ils ne sont pas paresseux et on les paye bien, vous savez. Vous avez remarqué des changements depuis l'entrée en vigueur de l'autonomie? Oui. On se sent plus en sécurité, la frontière est mieux gardée. Il n'y a plus d'attentats, on peut travailler avec un minimum de confiance. Cet ouvrier palestinien qui rejoint enfin son patron réagit vivement. Il est en retard et pour cause. Il lui aura fallu 4h30 pour passer la frontière. Il y a ceux qui ont la chance de passer, même si c'est long, et puis il y a les autres, ceux qui sont refoulés. J'ai pas encore 50 ans, mais ils ne veulent plus de moi. Il est vrai que passé la cinquantaine, les problèmes recommencent. On change de statut. Trop âgé, trop jeune, on ne passe plus ou ne passe pas. Il n'y a rien à faire, ce sont les Israéliens qui font la loi. Le nombre de travailleurs palestiniens autorisés à pénétrer en Israël à partir de Gaza peut varier d'un jour à l'autre. Il va de 0 à 30 000. Madame Chahid, un mot sur ces problèmes financiers des territoires autonomes palestiniens. Dès ce matin, en Égypte, M. Arafat a dit « nous n'avons pas d'argent Oui. ». Pas encore d'argent. Vous avez vu ce film poignant sur ce marché d'esclaves qui est en fait 60% de la population de Gaza qui est sans emploi, qui est au chômage, et il est impératif très vite que cette nouvelle réalité s'exprime par un changement au niveau de la vie quotidienne des gens, donc emploi, infrastructure, possibilité d'institutions palestiniennes. Et pour le moment, il y a énormément de promesses, 720 millions pour 1994, mais rien n'a été réellement déboursé. Et donc j'espère que l'entrée de Arafat dans la réalité palestinienne soit aussi le déblocage des bailleurs de fonds. Bien, alors avant de vous demander votre avis sur ce sujet, M. Lancry, et l'attitude d'Israël par rapport à ça, je voudrais
que nous regardions encore un autre reportage. En effet, pour s'en sortir, les Palestiniens comptent également sur leur diaspora à l'étranger. Plusieurs millions de personnes qui sont installées dans les États du Golfe, aux États-Unis et en Angleterre, justement. Reportage là-bas avec Christian Marimolo. Londres est une base importante pour les riches hommes d'affaires d'origine palestinienne. Qu'ils soient de Jordanie, de Syrie, du Liban et même d'Irak, peu ont le passeport britannique. Zain Mayassi est né à Haïfa. Il a créé une société en Grande-Bretagne. Il connaît les besoins de l'administration palestinienne. Nous avons besoin de ports, d'aéroports, et bien sûr nous avons besoin d'hôpitaux et d'écoles, tous les types d'infrastructures pour construire une nation. Ces hommes d'affaires avisés se retrouvent dans les mêmes banques et constituent le groupe de Londres, au cœur même de la City. Une puissance financière sur laquelle pourra compter Yasser Arafat et sa future administration. C'est plus qu'un investissement. C'est vraiment un devoir pour moi d'aider, moi qui ai 30 ans d'expérience sur le terrain. Avez-vous une pleine confiance dans les capacités de Yasser Arafat? Bien sûr, il est notre chef. J'ai toujours eu confiance en lui. Bien sûr, nous pouvons être en désaccord, mais c'est la vie. Je pense que vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde sur tout. Son rôle essentiel, trouver des bailleurs de fonds en provenance tant des monarchies pétrolières que de l'Occident. Il est bien conscient que c'est aussi aux Palestiniens à l'étranger de prendre en main l'administration de cette région. Il ne précise pas cependant s'il est prêt à rentrer au pays. À partir de notre expérience passée, nous pouvons facilement mettre toute notre énergie, un jour ou l'autre, pour la Cisjordanie ou Gaza. Ami proche de Yasser Arafat, il n'acceptera cependant aucun poste au sein du futur cabinet. Il veut rester un homme d'affaires pour mieux servir son pays. Je vais interrompre notre discussion là un instant, monsieur l'ambassadeur, pour regarder monsieur Yasser Arafat qui est en train de sortir de l'hôtel Palestine. Qui est en ligne avec moi? C'est Gérard Sebag, non, oui. Il ne sort pas, il est simplement venu saluer les journalistes très nombreux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont à la porte de l'hôtel Palestine et qui se sont précipités pour essayer de fixer quelques images de M. Yasser Arafat, une formidable pagaille où les forces palestiniennes à plusieurs reprises ont repoussé avec force les journalistes qui s'accrochent toujours aux grilles de l'hôtel Palestine. Donc Yasser Arafat ne sort pas, il est venu simplement voir les journalistes. Voilà, d'ailleurs je suis tiré par mon câble, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est simplement. Merci Gérard, on a vu ce que nous voulions voir. Monsieur Arafat donc devant les journalistes s'expliquant avec eux devant l'hôtel Palestine. Alors un mot de cette économie palestinienne, monsieur l'ambassadeur, vous avez réagi au mot d'esclave qu'a prononcé madame Chahid à l'instant. Oui, je souhaiterais d'abord récuser de bout en bout la notion de marché d'esclaves, qui est une notion rétrograde et qui nous réinstalle dans la rhétorique conflictuelle. Ces soi-disant esclaves ont été les auteurs, par moments, et de nombreuses fois même, de liquidation, de sang-froid d'Israéliens innocents. Vous savez que c'est une interdépendance économique et que les Palestiniens sont eux-mêmes demandeurs de travail en Israël. Alors justement, que va faire Israël pour aider économiquement ces territoires palestiniens? Eh bien, nous avons signé à Paris, très justement, il y a un mois, un accord économique entre nous et l'autonomie palestinienne, préconisant une ouverture maximum entre nous et les Palestiniens. Vous savez que cette autonomie bénéficie d'un budget remarquable, 2 milliards et 600 millions de dollars d'aide internationale. Il reste à M. Arafat et à son autorité de prouver qu'ils sont capables de travailler selon des paramètres acceptés dans les gouvernements et les sociétés occidentales. Je vous remercie. On va rejoindre maintenant Charles Anderlin. Charles à Gaza. Charles? Bonsoir. Oui, alors Charles, on parlait à l'instant des problèmes économiques qui vont se poser au territoire palestinien. Écoutez, la grande idée derrière les accords d'Oslo, c'est la coopération israélo-palestinienne. Apprendre à ces deux peuples à coopérer d'abord dans le quotidien. Israël va continuer à fournir de l'électricité à Gaza, à Jéricho, à l'ensemble de la Cisjordanie lorsque l'autonomie y sera instaurée. Les ouvriers palestiniens continueront à travailler en Israël. Les deux économies sont imbriquées. Il s'agit simplement d'établir un nouveau rapport de force, alors que parallèlement, la coopération existe également dans les domaines de la sécurité. Nous avons vu ces patrouilles conjointes étonnantes qui sont intervenues à plusieurs reprises pour calmer le jeu lorsqu'il y avait des débuts d'accrochage entre des Palestiniens et des soldats, par exemple, près du barrage routier.
Je crois que les choses progressent, mais pour tout le monde, et c'est un peu le leitmotiv, aussi bien des dirigeants de l'armée israélienne que des Palestiniens. Il faut de la patience. Alors, nous avons évoqué l'avenir, mais il faut quand même revenir sur cette journée. Cette journée, c'est quand même avant tout celle de Yasser Arafat. À 64 ans, il est rentré aujourd'hui en territoire palestinien après 30 années de vie clandestine. D'abord marqué par le terrorisme, ensuite par des victoires, mais aussi par beaucoup de défaites. Et c'est peut-être celles-là d'ailleurs qui l'ont amené un jour à décider de négocier avec Israël. Gérard Sebag. Arafat, l'homme de guerre. Arafat, le diplomate. Arafat, l'homme de paix. En s'engageant dans le combat contre Israël dès l'âge de 17 ans, en 1946, Yasser Arafat a surtout connu les mots guerre, échec, exil, obstination. Son échec le plus terrible fut la guerre du Liban en 1982. Alors qu'il avait réussi à bâtir en 10 ans une véritable armée, il est contraint, avec des milliers de combattants, à un exil humiliant. Jeune, ses premiers échecs en 1946, puis dans l'armée égyptienne, ne le découragent pas. Il poursuit son combat. Ingénieur au Koweït, il tisse la trame de ce qui sera la future OLP. Inconnu, sa première interview en 1968 passe inaperçue. Il affirme « Notre droit est de retourner chez nous par la force ». Arafat, c'est une grande histoire. Et chaque fois que je demande des questions, qu'est-ce qui s'est passé dans cette année, quelle aventure dans l'armée égyptienne, dans la révolution, en Jordanie, au Liban, plein de choses qui nous racontent toujours des histoires avec vraiment une... ce sont des souvenirs qui me reviennent et quelquefois quand il la raconte, il a les larmes aux yeux. De la guerre au terrorisme. Arafat ne condamnera jamais les actions qui, dans les années 70, marquèrent le mouvement palestinien allié au terrorisme international. Suivra un combat sauvage et meurtrier entre lui et les Israéliens qui, à plusieurs reprises, essayèrent de le tuer. À Beyrouth, en 1982, il bombarde son PC. Arafat échappe à la mort. La légende de son étoile protectrice se renforce. En 1968, il prend la direction de l'OLP. En 1973, la guerre du Kippour ne voit pas la libération de la Palestine. Et dès 1974, reçu pour la première fois aux Nations Unies à New York, il comprend que la diplomatie doit succéder au terrorisme et à la guerre. Il s'efforcera alors durant de longues années à nouer des liens diplomatiques. Arafat croyait-il vraiment à la diplomatie pour sauver le peuple palestinien? Yasser Arafat, c'est un homme qui parle à l'histoire. C'est un homme qui n'a jamais trahi son peuple. Et c'est un homme qui va faire arriver son peuple jusqu'à la paix durable. C'est un homme ouvert à tout, ouvert même avec ses ennemis. 1988. La paix, il la propose aux Nations Unies et il reconnaît Israël. Un an plus tard, il prononcera la petite phrase à Paris qui modifie la charte de l'OLP sur la destruction d'Israël. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc. Cette petite phrase, il la prononce alors que l'intifada, la guerre des pierres, a débuté il y a un an en Cisjordanie et à Gaza. Une guerre des pierres qui ébranle la société israélienne et apporte aux Palestiniens la sympathie internationale. Cette sympathie grandissante se trouve soudain confrontée à la guerre du Golfe. Arafat fait le mauvais choix. Après le baiser fatal à Saddam Hussein, les monarchies arabes mettent en faillite financière l'OLP. Octobre 91, la conférence de Madrid, Israéliens et Arabes sont réunis, mais Arafat est à nouveau contesté. Arafat est-il perdu? Arafat, il est très croyant. Il considère que c'est un message de Dieu, ce qu'il a pour continuer. Il croit, et moi je crois profondément
que rien n'est par hasard. Yasser Arafat, c'est un message de Dieu pour que ce peuple soit libre, pour que ce peuple ait son propre État. Cet État passera par la pelouse de la Maison-Blanche, où, à la surprise du monde entier, le Palestinien Arafat va serrer la main de l'Israélien Rabin. Une poignée de main qui est le résultat de 6 mois de négociations secrètes et inattendues. Arafat est de nouveau le héros. Les rues de Jéricho sont emplies ce 13 septembre 1993 de l'allégresse des Palestiniens. Mais l'autonomie n'est pas encore l'État et Arafat négocie au Caire avec acharnement jusqu'à l'ultime seconde les termes encore flous de cet accord. Yasser Arafat est un grand fonceur, il fonce. Bon, Il ne regrette jamais rien? Il ne regrette jamais rien parce qu'il considère que c'est l'histoire qui va le juger. C'est l'histoire qui jugera Yasser Arafat un jour. Mais aujourd'hui, le nouveau défi d'Arafat est de prouver qu'il est un homme d'État et un bâtisseur de nations. Voilà Étienne Lénart, et au terme de cette journée à Gaza, on a toujours l'impression que c'est un peu la pagaille devant l'hôtel Palestine, pagaille et puis aussi folie de ce retour. Oui, je crois que les deux mots qui pourraient peut-être qualifier le mieux, Daniel, cette journée, c'est bien évidemment l'émotion, mais peut-être aussi la tension. C'est ce que disait notre jeune invité tout à l'heure. Il y a énormément de tension ce soir. Je reviens juste d'un mot sur ces rumeurs d'attentats. Il semble véritablement qu'il se soit aujourd'hui passé quelque chose ici à Gaza au moment où Yasser Arafat prononçait son discours, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle le chef des forces de sécurité qui nous avait promis sa venue est resté avec M. Arafat à l'intérieur de l'hôtel Palestine, où on l'a vu tout à l'heure donnant une sorte de petite conférence de presse sur le perron de l'hôtel, avant véritablement de rentrer extrêmement vite dans cet hôtel. Pour les heures et les jours à venir, on ne sait pas exactement ce que va faire M. Arafat. Vous savez qu'il y a la possibilité pour lui d'aller dans la ville de Jéricho, mais pour cela il devra traverser le territoire israélien, où il serait escorté par les forces israéliennes cette fois, alors qu'ici, dans les territoires autonomes, il est sous la responsabilité des forces palestiniennes. Voilà donc, M. Arafat est a priori à Gaza et dans la région jusqu'à mardi, avant, vous le savez, de se rendre à Paris pour une grande journée à l'UNESCO. Il sera à cette occasion l'invité de notre journal, sans aucun doute, mercredi. Merci Étienne, merci à nos envoyés spéciaux. Voilà, cette édition spéciale s'achève. Elle a été, je crois, la plus complète possible. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.